des réanimateurs nous demandent l'IRM cérébrale généralement pour des indications, ou bien parce que leur patient a un retard de réveil, ou bien pour bilan d'étiologie qu'on n'a pas pu faire à l'emploi. Qu'est-ce qu'on cherche? Traumatisme grave avec les lésions axonales diffuses, les thromboses artériello-veineuses, le Press syndrome, les hémorragies intracrâniennes et tout type d'encéphalite ou non-encéphalite, et causes épileptiques, toxiques, post-ventilation, ECMO ou post les bilans lésionnels post-arrêt cardio-respiratoire. Qu'est-ce qu'on voit? Notre patient a une trentaine d'années après un traumatisme grave, avec traumatisme crânien important, donc il est présent en retard de réveil. On fait son IRM. Essentiellement, quand on fait pour cette indication, on fait une séquence en écho de gradient. Vous allez entendre écho de gradient, T2 étoile, SUI, sont toutes des séquences qui sont basées sur la susceptibilité magnétique. Sur cette séquence, sur ces séquences, le sang, on le voit en noir. Donc là, on voit bien qu'il y a de multiples. Je peux mettre un curseur. Voilà. Donc ces lésions qu'on voit en hyposignal franc sur cette séquence sont pathologiques. Elles sont situées essentiellement au niveau de la jonction substance blanche, substance grise, ou bien là, au niveau de mésencéphale. Ils sont associés à une lame d'hémorragie sudurale, ici en temporopariétale à droite. Et sur la séquence en bas, c'est la séquence flair. C'est une séquence sensible à tout ce qui est œdémateux. Et ça apparaît en blanc. On reconnaît la séquence flair. C'est une séquence où le liquide céphalorachidien est noir et c'est anti-anatomique. Donc la substance blanche est un peu plus noire que le cortex. Les lésions sont très blancs par rapport au reste. Donc, notre patient a des lésions qui sont hémorragiques, œdémateux, et pas que, et aussi sur cette séquence de diffusion, les lésions sont aussi ischémiques. La séquence de diffusion, c'est la séquence, toujours on dit pour la reconnaître, c'est la séquence la plus moche. Elle est rapide, la résolution spatiale, elle est très médiocre, mais elle est très sensible aux anomalies là qu'on voit dans le cas d'AVC, des lésions ischémiques. Donc chez ce patient, il y a une association entre trois types de lésions, œdémateux, hémorragiques et ischémiques. C'est ce qu'on voit dans les cas des lésions axonales diffuses. L'atteinte de corps calleux est très importante et la disruption au niveau de la jonction gris-blanc. L'atteinte de pont ou mésencéphalique aussi, c'est important pour vous pour la suite de pronostic. Chez le même patient, il était aussi tétraplégique. Donc, les lésions qu'on a vues, il y en a un peu partout, mais ça n'explique pas totalement qu'il soit tétraplégique. On a fait une séquence sur le rachis cervical en pondération T2. C'est une séquence STIR. La différence de STIR par rapport à un T2 normal, dans les deux cas, le liquide céphalorachidien est blanc. La seule différence qu'en STIR, on va saturer la graisse. Donc en séquence T2 normale, la graisse est blanc. Sur une séquence STIR ou T2 fatsat, elle devient noire. Et ça, c'est pour distinguer tout ce qui est œdémateux de la graisse qui se trouve de façon anatomique. Si on voit bien là, il y a un hypersignal intramédulaire en C3, C4, vous voyez. Et quand on est sur le côté, on voit qu'il y a une petite hernie discale. L'écho axial montre qu'il y a une compression de la moelle à droite par cette volumineuse hernie avec perte de l'H médiulaire. Le H médiulaire, je vais vous le montrer dans le cas normal. Pardon.
comment je fais? Le H médiolaire, c'est la substance grise qui se trouve au centre de la moelle épinière. Il est blanc sur les séquences en T2. Là, quand il y a une compression importante avec une souffrance médiolaire, il y a une distorsion, disparition de la H médiolaire. Donc là, c'est un signe de souffrance médiolaire qui va expliquer la tétraplégie chez notre patient. Un autre patient qui présente une hémiplégie gauche brutale. Donc voilà, qu'est-ce qu'on attend? C'est bien, on a la thrombolyse en neuroradio. Les séquences qu'on réalise, les séquences de base, c'est les séquences vasculaires. Il y a la séquence de diffusion pour détecter les lésions ischémiques. Ça, c'est un calcul d'ADC. C'est une cartographie pour dater. À côté, c'est la séquence flair que vous reconnaissez maintenant. Liquide noir et anti-anatomique. L'intérêt de cette séquence, c'est d'abord dater l'AVC. Un AVC ne se voit pas avant 3 heures sur cette séquence. Donc, quand on voit un AVC sur la séquence de diffusion, sans le voir sur la séquence flair, ça veut dire qu'il date de moins de 3 heures. Sur cette séquence, on peut évaluer l'état de parenchyme cérébrale, notamment la présence d'une leucopathie ou de lésions vasculaires d'autres. Aussi, les séquelles. Il y a un truc important sur cette séquence. En cas d'occlusion d'une branche artérielle, on voit ce qu'on appelle le signe de spaghetti. C'est un hypersignal au niveau des branches sylviennes ou des branches artérielles. Vous voyez là, je parle de ces structures tubulaires qu'on ne voit pas de l'autre côté. C'est lié à la présence d'un flux lent. Est-ce que vous le voyez bien? C'est ça. C'est ça. C'est ça. D'accord? C'est des structures tubulaires blanches liées à la présence d'un flux ralenti, un flux lent au niveau des branches de la sylvienne en aval de la thrombose, qui est située là en M2, qu'on le voit très bien sur les séquences de susceptibilité, qui ont, à part l'intérêt de montrer les lésions hémorragiques, qu'on a vu sur le patient précédent avec les lésions axonales, aussi, il montre la thrombose. Là, on peut localiser, on peut aussi négocier l'indication de thrombectomie versus thrombolyse sol ou l'association. La séquence indispensable, c'est la séquence angio-IRM. C'est une séquence basée sur le phénomène d'entrée de coupe. Donc les structures, c'est une séquence réalisée en coupe axiale, et les structures qui vont entrer dans la coupe perpendiculaire ou à la oblique, ils seront blancs. C'est les seules structures qui sont blancs. Et du coup, on va détecter les artères ou les structures vasculaires qui circulent rapidement, et tout le reste est stationnaire, tout le reste est gris. Là, si on compare le côté droit et gauche, on voit que au-delà de la thrombose qu'on voit en M2 à droite, il n'y a plus de branches de la sylvienne. Il y a une occlusion des branches de la sylvienne. L'IRM aussi, c'est utile pour contrôler ces patients. Pour mesurer, pour évaluer le volume de l'AVC. Au-delà de 120 cc, là le volume est juste estimé à 103. Le PAX nous permet de faire ces mesures de volume. Sinon, on peut le faire manuellement. Donc là, il est mesuré à 103 et l'indication de craniectomie à partir de 120. Aussi, sur un examen de contrôle, on peut évaluer la qualité de gestes thérapeutiques. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Donc, chez ce patient, il y a une transformation hémorragique au niveau de l'AVC qu'on a vu avant. Et on n'a pas pu reperméabiliser l'artère d'aval. Il y a eu une brèche, une petite dissection au niveau des branches de la sylvienne en M2 avec une transformation hémorragique qu'on voit sur la séquence flair
sur la séquence T1 et également sur la séquence en T2 étoile. On parle de ces anomalies qui sont très noires sur cette séquence. Donc, les AVC sont hyper sur la séquence de diffusion même avant 3 heures. Mais des fois, on a des patients qui viennent avec une histoire clinique qui fait tout à fait un AVC, mais on fait nos séquences, il n'y a rien, pratiquement rien. Une séquence de diffusion, je vous ai dit, c'est la séquence moche, avec le liquide qui est noir. La séquence écho de gradient, pareil, on ne voit pas d'AVC. Et la séquence flair. Seul sur la séquence flair, on voit une petite anomalie qui pourra nous orienter vers une anomalie. C'est ça, la structure tubulaire que je vous ai dit, le signe de spaghetti. Donc là, on peut dire qu'il y a probablement un flux lent avec un AVC ici. Dans les cas comme ça, tout l'intérêt pour faire une séquence de perfusion ou bien de ASL. ASL, c'est une séquence de perfusion sans injection de produit de contraste. Et ça donne ce genre d'image. Sur cette séquence, on évalue le flux sanguin cérébral. Et là, on a une chute de valeur avec, vous voyez, l'asymétrie. Donc, toute cette région, ça indique la zone d'AVC qui est hypoperfusée et qui n'est pas encore visible sur la séquence de diffusion. Comment elle s'appelle cette séquence? ASL. 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 C'est une perfusion sans injection. Mais voilà, on le fait uniquement chez un patient jeune, c'est un patient qui tient dans la machine, parce que ça dure 3-4 minutes. Donc c'est plus précoce que la diffusion, c'est ça le principal. Comment ? C'est plus précoce que la diffusion, Ouais. c'est ça le principal avantage. On l'utilise aussi en cas de mismatch clinique imagerie, quand on a une petite lésion sur la séquence de diffusion, et on a un mismatch clinique à la recherche des zones plus étendues d'hypoperfusion. Et pourquoi on ne le fait pas systématiquement, puisque là tu nous montres que par exemple en diffusion on peut ne rien voir, alors que là visiblement ça a l'air plus sensible. On le fait un cas de suspicion clinique, c'est pour ça on réclame tout le temps la clinique. Quand le clinicien me dit un début brutal, je pense à ça, je n'hésite pas absolument à le faire. On fait ça chez un patient jeune, c'est un plus âgé, on fait la séquence de perfusion avec injection, qui est une séquence plus rapide, mais qui demande de l'injection. Même si tu as quelque chose en diffusion. Non. Si tu as quelque chose en diffusion, tu n'as pas besoin de faire ça. J'ai pas besoin de faire ça. D'accord, parce que Mais dans si l'ordre, tu j'ai fais d'abord rien, diffusion. Si tu n'as rien, mais que tu as une forte suspicion clinique, Et c'est tu vraiment, fais ça pour le compléter. tout à fait, parce que la diffusion, ça coûte même pas 1 minute. D'accord. C'est une séquence rapide Oui. et très informative. Oui. Donc, si j'ai la réponse... Tu peux avoir la réponse tout de suite. avec ça. voilà, je le fais pas. D'accord. Là, c'est une séquence qui peut durer jusqu'à 5 minutes. Donc, un cas d'alerte thrombolyse, on privilège la rapidité. On a un protocole qui dure uniquement 8 minutes. Donc, c'est vraiment, on a optimisé les séquences pour faire vite. Donc là, on voit l'hypoperfusion. Là, juste pour vous rappeler, entre 0 et 3 heures, on ne voit rien sur la séquence flair. On voit un début d'hypersignal sur la séquence de diffusion. Sur la cartographie, c'est important. Des fois, on ne voit pas grand-chose sur la diffusion et la cartographie commence à être pathologique. C'est très important de faire la cartographie en même temps. Ça, c'est les 3 séquences de base. Entre 3 et 6 heures, on commence à avoir des anomalies sur le flair, la diff un peu plus positive et la cartographie encore plus. Après 6 heures, vous voyez, la diff est bien blanc, aussi bien que la séquence flair et sur la cartographie. Donc en gros, un AVC de plus de 6 heures, c'est facile. Tout le monde peut le voir. Moins, c'est toujours un peu délicat de... Oui. J'arrive pas à comprendre sur cet exemple ce qu'apporte l'ADC par rapport à la diffusion. Comme Il peut information. être
voilà, parce que sur la séquence, je t'explique. Sur cette séquence, ça c'est un peu technique. Sur cette séquence, il y a un peu de ce qu'on appelle un effet T2. L'effet T2, c'est un phénomène vraiment physique qui fait que des structures qui sont pas vraiment des AVC récents, ça peut être un AVC ancien, ils peuvent apparaître en hypersignal sur cette séquence. La cartographie nous permet de distinguer ce type de phénomène des AVC récents. Donc, il faut que l'hypersignal sur la séquence de diffusion soit associé à une baisse sur la cartographie. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. Sur l'évolution, par exemple, là, sur la diffusion, Oui. comment on l'explique? Parce que là, par exemple, à 3 à 6 heures, on a l'impression que ça régresse par rapport à 6 à 12 heures. C'est pas le même patient. Ah, c'est pas le même patient, pardon. C'est pas le même, mais on sait que Non, je croyais que c'était le même patient. Je croyais que c'était le même patient. la diffusion, juste le signal, il va augmenter le troisième jour. Le troisième jour, on a la diffusion le plus blanc, avec la cartographie le plus bas, l'ADC le plus bas, et ensuite va augmenter progressivement jusqu'à 7 jours. Au-delà de 7 jours, il peut revenir normal. D'où la difficulté de diagnostiquer un AVC qui est plus de 7 jours. Donc voilà, on va voir des anomalies, mais on ne peut pas les dater parce que ça devient comme, il ne reste que l'effet T2 que je vous en ai parlé. Là, c'est un patient qui est venu en Excuse-moi, garde. je peux te poser une question? Bien Par rapport au premier cas où tu avais dit qu'il y avait de l'hémorragie, de l'ischémie, de l'œdème, le premier cas clinique. Le premier cas clinique, Oui. les lésions axonales diffuses. Les lésions axonales diffuses, qui avaient les 3 types de composantes, hémorragique, ischémique, œdémateuse. Territoire artériel. Ouais. Tu nous as montré la diffusion, mais j'ai pas vu passer, mais il n'y avait pas le flair. Et donc la diffusion, elle peut rester positive, tu as dit jusqu'à 3 à 7 jours. Une semaine, d'accord. Ok. Et après, la séquence flair, si je l'ai affiché, c'est les 3 images en bas, c'était flair. En haut, c'était la T2 étoile. Donc en diffusion, ça va apparaître très rapidement avant le flair, qui lui va apparaître au bout de 3 heures. Ça va monter en intensité jusqu'à 3 jours à 7 jours en diffusion. Jusqu'à 3 jours. Jusqu'à 3 jours et après ça régresse. Il va régresser jusqu'à 7 jours. Et à 7 jours, ça peut disparaître. À 7 jours, ça peut disparaître. Ça peut devenir hyper. D'accord. Et le flair, donc ça apparaît, la lésion ischémique apparaît à 3 heures et après l'évolution. Ça augmente. Et ça reste positif. Très probablement. Sauf un cas, quand on traite un AVC, on peut récupérer. Et on peut, il peut avoir des régressions des hypersignales qu'on a vues initialement. D'accord. Il y a mais la des partie AVC qui est ischémique et qui est morte, ça c'est mort. Ça va rester positif en flair. Oui. Tout le temps. Oui. D'accord. Oui. Okay. Mais attention, quand on traite vraiment très rapidement, entre 3 et 6 heures, ça peut qu'une partie de l'hypersignal flair, qui est odémateux, qui n'est pas totalement, ça ne signifie pas de parenchyme cérébrale totalement mort, qu'on récupère une partie. D'accord. D'accord, c'est le cœur de l'ischémie qui va rester irrécupérable. Là, j'étais de garde, je ne sais pas, certains vont se rappeler de ce dossier. J'étais de grande garde et nous envoie ce patient pour tumeur cérébrale. Il vient d'un hôpital parisien, les voisins, c'est des... Voilà. Et on me demande diagnostiquer sur un scanner. Donc, il nous envoie ce patient pour prise en charge en neurochirurgie. Le neurochirurgien, il me dit, tu peux me faire juste le bilan IRM avant l'intervention. Bien sûr, on fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des petites anomalies sur la séquence de diffusion. Là, un peu à droite, par rapport au côté gauche. Le noyau lenticulaire à droite, un peu plus blanc. Et probablement une partie au niveau de la tête de noyau codé. Sur l'ADC, il n'y a pas de chute d'ADC. On est d'accord, c'est pas noir. D'accord? Sur la séquence flair, il y a un peu d'effet de masse. Ça comprime un petit peu la corne frontale, ventriculaire.
Et après l'injection, il y a une prise de contraste. Mais on a l'impression que ce n'est pas une masse, c'est deux trucs. Ce n'est pas une tumeur bifocale qui prend exactement la forme du noyau codé et le noyau lenticulaire. Quand j'ai vu ça, a priori, ce n'est pas une tumeur. Tiens, je vais faire l'ARM. Je dis, j'en suis sûre, voilà, il y a une thrombose quelque part. Je fais l'ARM, tout va bien. Sauf qu'il est totalement normal. Sur cette image, sur cette prise de contraste, on reprend l'histoire du patient. Ils disent que probablement les choses ne sont pas évoluées très lentement, très progressivement. Il se rappelle, notre patient, d'un événement qui datait d'il y a 10 jours, quand on reprend. Au début, c'était une tumeur et donc voilà un déficit progressif. Après, quand on a repris l'histoire, le déficit datait de 10 jours exactement. 10 jours, ça explique une rupture de la barrière hémato-encéphalique et une prise de contraste. Donc, on a dit, ça sera quoi comme tumeur? C'est pas très agressif. Si c'est une tumeur, ça sera un lymphome. On va se donner juste une semaine pour contrôler ce patient. Au bout d'une semaine, ah oui, j'ai oublié, on a fait même une séquence de spectroscopie à la recherche d'un profil tumoral. Sur cette spectroscopie, il n'y a pas de profil tumoral. Ça, c'est par exemple, là, vous voyez sur cette projection, colline, N-acétylacide, comment on dit? N-acétylacide, oui, c'est ça. Donc, le pic de NAA est 2 fois que le colline. Ça, c'est profil normal. Donc, il n'y a pas de tumeur. On devine un petit peu sur 1.3 un petit pic de lactate. Donc, il y a un peu de nécrose, un peu de lactate. Donc, on peut les voir dans les cas d'ischémie. Je dis, on va juste contrôler ce patient à une semaine. Une semaine, voilà. C'était un peu compromis. Ils ont accepté. On a fait juste un scanner. Masse a régressé. On voit la trace de la cicatrice de l'AVC. D'accord? Donc, un AVC à 10 jours, il peut être thrombeux. Il peut donner, avec la prise de contraste, tout, un aspect qui est pseudo-tumoral. Donc, il s'était reperméabilisé, c'est ça? Oui, il était reperméabilisé. C'est pour ça, ça a favorisé, si vous voyez bien, la prise de contraste était intense. C'est la reperfusion, la reperméabilisation. Donc, il y a eu un événement ischémique et ensuite reperméabilisation spontanée parce que le patient n'a pas eu de traitement. Il a reperméabilisé son artère et la seule chose, et on a trouvé après que le patient, c'était une cardiopathie légère. Il a récupéré, ou, enfin, vous savez, cliniquement? Oui, il a récupéré cliniquement très bien. Bien qu'au début, il faisait aussi des mouvements anormaux, tout, mais il a récupéré. Ça, c'est le cas d'une patiente, une femme de, je sais pas, elle avait 38 ans, une enseignante, qui corrigeait ses copies le soir. Et voilà, elle a fait une crise devant le mari, devant les enfants. Une mauvaise copie. Ah non, mais c'est vrai, hein. Et voilà. Et elle dit qu'elle a eu très mal à la tête juste avant. Est-ce que vous voyez des anomalies? Oui. Comment on voit la thrombophlébite sur nos séquences magiques? Sur cette séquence, la séquence écho de gradient, susceptibilité magnétique, SWAN, SWI, tout ce que vous pouvez trouver tous ces noms pour dire la même chose. On voit le sinus latéral gauche, trop gros et très noir. C'est le caillot qui est dans le sinus latéral. Là, c'est une séquence avec injection. Le sinus à droite est perméable. Voilà, la prise de contraste. À gauche, on voit la thrombose avec un défaut de rehaussement.
Ça, c'est sur une coupe sagittale. Au niveau du sigmoïde, pareil. Le caillou s'étend au niveau de sinus sigmoïde. Sur cette séquence flair, on voit un hypersignal au niveau du sinus. Un sinus qui circule correctement, il apparaît noir sur la séquence flair. Quand le flux est ralenti, comme on a vu pour l'artérielle, ça devient blanc. Le signe de spaghetti qu'on a vu sur les branches artérielles, on peut voir la même chose au niveau des veines. Sur la séquence T2, pareil, le sinus là est blanc à gauche. Vous voyez, le côté contralatéral, le triangle est tout à fait noir. Donc ça circule à droite et c'est thrombosé à gauche. La thrombose est étendue vers le haut, vers le sinus sagittal supérieur. On voit avec un défaut de remplissage. Juste, je voulais vous montrer. Le patient avait eu un scanner juste avant. Vous voyez là, le caillou est là, la thrombose est partielle, le pacification est à côté. Et là, sur le scanner, on voit l'hypersignal spontané de la thrombose. D'accord? Sur cette séquence flair, une partie de sinus qui est blanc, qui circule moins bien, liée à la présence de la thrombose. Sur cette séquence au écho de gradient, les 2 étoiles, on voit un gros machin très noir, c'est lié à l'effet de susceptibilité magnétique qui va augmenter la taille de la thrombose. Donc la thrombose, on la voit sur les autres séquences, ça c'est la taille réelle. Et là, on profite de cet effet de susceptibilité magnétique pour grossir les anomalies, faire grossir les anomalies et les voir de cette façon. Là, sur cette séquence injectée, on voit la thrombose qui prend la quasi-totalité de sinus sagittal supérieur. Les thrombophlébies cérébrales peuvent être accompagnées à des ramollissements veineux. Ça donne quoi? Sur la séquence de diffusion, ça peut donner un hypersignal, mais jamais comme l'hypersignal qu'on voit sur les infarctus artériels. Un hypersignal sur la séquence flair et surtout sur cette séquence en écho de gradient, ce qu'on appelle la Roche sign. Signe de, voilà, c'est les veines transcorticales qu'on les voit beaucoup plus à cause de l'obstruction de la veine de drainage. Donc, c'est un aspect veiné de la zone d'infarction. Et surtout, ce n'est pas un territoire artériel. Et l'estoir, le reste de l'estoir, nous permet de faire le diagnostic. Des fois, ça peut aller, l'infarctus veineux, ça peut aller jusqu'à un véritable hématome intraparenchymateux. Donc, à cause de l'obstruction de la veine, donc, on peut avoir des hématomes intraparenchymateux. Là, attention, l'hématome était à droite. Et quand on a exploré les veines, il y a une obstruction de la veine du sinus latéral et sigmoïde. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, l'origine de cette thrombose, c'est très simple. C'est la sinusite frontale qui est à l'origine. Bon, c'est un autre cas. Thrombophlébite, quand on a l'estoir, le mot de tête, voilà, une crise devant le mari, une femme sous pilule, je ne sais quoi. Donc c'est plus facile à faire le diagnostic. Là, c'est le cas d'un patient d'une 60aine d'années, 63 ans. Et c'est voilà, il consulte, il a eu le Covid. Et après le Covid, voilà, il est resté fatigué longtemps. Et ensuite, genre un mois ou un mois et demi après le Covid, sa femme disait que voilà, il dort tout le temps. En sachant qu'il y a eu une période, il était un peu mieux. Donc il a commencé à dormir très bien. Je sais pas, quelqu'un de la famille est médecin, il dit bah non, il dort pas bien, il est un peu, il n'est pas conscient, il y a des troubles de conscience.
On fait son imagerie, il envoie un copain, on fait une imagerie, et puis il dit, tiens, bah non, il a une tumeur thalamique. Donc, on va l'envoyer pour faire une biopsie. Le diagnostic initial, c'était lymphome. Comme, voilà, histoire, tout ça, donc ils ont demandé un deuxième avis. Mon collègue neuro me demande de faire l'imagerie chez ce patient. Donc, on va reprendre à peu près la même chose de l'histoire de l'ischémie artérielle tout à l'heure. Voilà, là, on a une lésion qui est thalamique, bien limitée, hyper sur la séquence flair. Ça prend le contraste sur l'injection. Sur la séquence en T2 étoile, il y a un petit ou deux, trois petits points noirs qui peuvent, voilà, ça veut dire qu'il y a un peu de saignement dedans. Toujours sur la séquence flair, sur la séquence de diffusion, mais partiellement, sans chute de l'ADC. Donc c'est pas tout ce qu'on peut dire, et c'est pas récent. C'est pas un territoire artériel. Le thalamus, il y a trois territoires artériels. Donc c'est jamais un thalamus, la totalité du thalamus sur une artère. Donc c'était l'imagerie de contrôle. C'était pas l'imagerie initiale. Sur la séquence injectée, je vérifie, il n'y a pas de thrombose dans la veine cérébrale interne. Mais on évoque quand même une thrombophlébite en disant que voilà, l'histoire, c'est un peu insidieux. Et puis voilà, on me dit aussi qu'il y a un an, il a fait un traumatisme crânien, il a fait un scanner qui était normal, un an avant. Donc on a dit que probablement on va considérer ça comme une thrombose veineuse de la veine cérébrale interne. Le patient a hésité, machin, connaissance médecin, ils sont allés dans un autre hôpital et ils ont fait une biopsie parce que le diagnostic qui a été retenu, c'est celui de lymphome. Mais avant de donner le traitement, ils ont dit on va faire une biopsie. Là, sur la séquence là-bas, on voit le trajet de la biopsie. Il y a une aggravation des stigmates hémorragiques. Il y a une diminution de la lésion sur la séquence T1, sur la séquence flair. Il y a des régressions sur toutes les séquences. Et la perfusion cérébrale devient normale. Le diagnostic finalement retenu, c'est celui d'une thrombose d'une veine cérébrale interne. Il y a aussi pareil comme l'autre histoire, mais au niveau artériel, mais veine. Le patient, il m'a ramené, je n'ai pas trouvé les images, il m'a ramené l'imagerie initiale qui était faite, parce qu'une fois que voilà, il a compris que c'était nous qui avons raison, il a décidé de venir chez nous pour poursuivre le suivi. Et quand on a fait cette imagerie, il m'a ramené l'imagerie initiale. Et sur l'imagerie initiale, il y avait une thrombose de la veine cérébrale interne à droite. Je ne l'ai plus et je ne l'ai pas trouvé sur le PAX. Je voulais vous le montrer. Donc il est disparu sur le PAX. Mais je peux le voir. Donc il y avait Mais qui n'avait pas été vu donc sur les. Oui. Ok. Voilà. Donc des fois, les thrombophlébite, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment, voilà, il faut explorer, il faut regarder tout le temps et machin, voilà. Là, les lésions thalamiques, on connaît comme conséquence de la thrombose de la veine cérébrale interne. Il faut toujours chercher la perméabilité de ces petites veines. Et donc, on a retenu une thrombose veineuse cérébrale post-Covid. Là, ce patient est venu pour une lésion thalamique gauche, hémorragique. Et voilà, à gauche, une séquence en T2, une séquence flair, une séquence en T1. C'est une lésion qui est hétérogène sur les trois séquences. Et sur la séquence TOF, on voit des structures vasculaires anormales. C'est une malformation artério-veineuse. Quand c'est comme ça, facile, tout le monde fait le diagnostic, il n'y a pas de souci.
D'accord? Donc des structures artérialisées, des artères. Et là, même sur cette séquence que je vous ai dit qui étudie les artères, on voit une veine cérébrale interne qui est très dilatée, qui est artérialisée, visible sur cette séquence. Voilà, ça signifie le champ artério-veineux. Et le T1, c'est un autre nom? Le T1, ça veut dire quoi, un autre nom? Est-ce que la séquence T1, elle est appelée différemment Non. parfois? Non, C'est que T1. T1, toujours T1. Ah oui, mais il y a deux types de T1. Les blonds et les Le bruns. T1, ça peut être en écho de spin, au spin écho, ou bien en écho de gradient. Et sur les séquences T1 en écho de gradient, les structures vasculaires, ils apparaissent en blanc. D'accord? Donc, si on cherche, par exemple, sur une séquence T1 injectée, si on veut voir les parois des artères, on ne fait pas de l'écho de gradient. Pour supprimer le sang, pour supprimer le signal des artères, et on fait de spénico. Comme ça, le sang est noir, les artères sont noires, et s'il y a une prise de contraste, on va la voir au niveau de la paroi de l'artère. D'accord. Bon, c'est technique. Mais donc la séquence T1 de base, c'est écho de gradient? Quand on ne Non. précise pas? Ah Ça non. peut être les deux. T1, ça peut être l'un ou l'autre, c'est le radiologue qui choisit au dépend de ce qu'il va chercher. Ça, je ne peux pas te dire, voilà, la base, ça dépend de chaque patient. D'accord? Donc, la seule chose que je peux dire, vraiment, quand ne nous embête pas de voir les artères blanches, on peut faire de l'écho de gradient parce que c'est des séquences qui sont très rapides. Et quand on va chercher, par exemple, si on cherche une attente ménagée, il faut faire de spénéco. C'est des séquences avec suppression, avec les artères, les veines sont tous noires. Et ça prend plus de temps. Non, mais vous n'avez pas à savoir écho de gradient et de spénico, c'est vraiment. C'est pour vous. Je ne pense pas que ça intéresse. Mais c'est la première fois qu'on voit un T1 là depuis le début. Oui, parce que là, quand il y a du sang, c'est intéressant de voir le signe de D'accord. le T1. Donc c'est un hématome sur une main. Voilà. On peut faire aussi en IRM sans faire une artério, une séquence dynamique avec injection de produits de contraste. On injecte de gadolinium, on fait plusieurs phases. Et puis voilà, sur ces séquences, en temps artériel, vous reconnaissez l'artère basilaire avec les deux cérébrales postérieures. Vous voyez, une pacification de toutes ces structures vasculaires avec une pacification en même temps des artères et des veines avec les champs artério-veineux. Et puis voilà, toute cette malformation, c'est le même cas du patient qu'on vient de voir en séquence en couple. Des fois, les choses sont moins faciles. C'est un patient qui avait, je ne sais pas, une trentaine d'années, il est venu en alerte en thrombolyse. Alerte thrombolyse pour hémiplégie gauche du cou. On commence nos séquences. Sur la séquence de diffusion, donc il y a l'hypersignal, mais attention, ce n'est pas comme les autres hypersignaux. Voilà, il y a une liserée très noire autour. Ça, c'est le signal de sang sur la diffusion, le signal de sang récent. Sur la séquence flair, encore hyper. Sur la séquence susceptibilité magnétique, il y a le liseré noir qui correspond à des dépôts d'hémocédrine, des produits de dégradation de sang qui apparaissent au niveau de l'hématome en périphérie. Donc, conclusion, c'est un hématome. Un hématome, le patient n'est pas hypertendu et surtout la localisation de ces hématomes, c'est un hématome superficiel, un hématome lobaire. Donc, dans des cas comme ça, il faut chercher une lésion sous-jacente. On a fait déjà la période, la TOF. La TOF, c'est une séquence comme TOF, ça veut dire time of flight. Et juste, c'est un phénomène d'entrée de coupe. Donc, on ne voit rien. Sur cette séquence, vous voyez tout à l'heure sur le patient précédent, on a vu le champ artério-veineux avec les structures vasculaires anormales qui apparaissent. Là, on ne voit rien. Dans les cas comme ça, c'est très utile de faire notre séquence magique, la SL. La SL, il va montrer le shunt.
au niveau de la vessie, au niveau de l'hématome. Donc, avec cette séquence, on peut dire que cet hématome est lié à un champ artério-veineux et l'artériographie a confirmé une nappe piale à ce niveau. Le signal de sang, je le sentais arriver, donc voilà. Le T2, voilà, c'est les bases, et puis en T1. Au début, le comportement de signal de sang, ça va faire comme ça. Hyper en T2, et ça va baisser. Ensuite, ça va augmenter en T1. Ça reste blanc en T1 et T2. Et ensuite, on hyposignale T1 et T2. Quand et comment? Et pourquoi? Au début, c'est lié au moins de 24 heures. Le sang est au stade oxyhémoglobine. Entre J1 et J3, désoxyhémoglobine. Attends la fin si tu veux prendre. Les méthémoglobine entre J3 et la fin de première semaine, entre J7 et 14 jours, et ça peut aller jusqu'à un mois, méthémoglobine, le signal de sang est blanc et blanc, donc voilà, le signal augmenté en T2 et augmenté en T1, et au-delà de 14 jours, le signal va baisser en T1 et T2. D'accord? Exemple, animatome vient d'être arrivé de quelques heures. Il est comment? En T1 et ça a très élevé. Le signal à peu près comme le parenchyme cérébral. Et hyper en T2. Donc c'est, vous voyez, vous vous rappelez sur notre graphique, il est là, le point est situé là. Donc hyper T2 et bas en T1. Avec une petite liserée en hyposignal T2 étoile. D'accord? C'est un hématome très précoce, de moins de 24 heures. Après J1, l'hématome devient, donc le signal en T2 va baisser, ça devient noir, et le signal en T1 n'est pas encore trop augmenté. À partir de J1, ça va commencer à augmenter. Au bout d'une semaine, le signal en T1 blanc, encore en T2, encore il est noir, donc un signal là, bas en T2, et le signal en T2 étoile, c'est un peu plus visible, très noir, lié à la présence d'hémocédérine. D'accord? Au-delà d'une semaine, un hématome devient blanc, blanc, blanc. Avec, vous voyez, c'était très noir en T2 étoile, là ça commence à se laver au milieu. Donc, un hématome qui est blanc en T1, blanc en T2, blanc sur T2 étoile, avec juste un liseré, on peut dire que c'est un hématome de plus de 2 semaines. C'est pas des choses que... Après, plus d'un mois par exemple, l'hématome devient noir en T1, en T2 et sur la T2 étoile. Soyez pas, voilà. Le signal de sang, c'est un peu compliqué, même pour les radiologues. Mais voilà, je trouve ce schéma très bien. Moi, je l'ai fait un jour comme ça, et puis voilà. Je trouve que c'est vraiment, ça illustre bien l'évolution. Mais sachez que c'est pas exact, c'est à peu près, et ça peut varier selon la taille de l'hématome. Donc voilà, on a fini avec ces cas. Là, on reprend un autre type de lésion. Une jeune femme de 22 ans qui était en pré-éclampsie, elle a eu une césarienne. Et dans la suite, voilà, des crises convulsives et des maux de tête. Donc voilà la demande classique de la maternité pour voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, une séquence diffusion, et là une séquence flair. Sur ces séquences, voilà, on voit des petites anomalies de signal sur la séquence de diffusion qui sont corticales et sous-corticales. Pareil, on les voit un peu ici, un peu par là. Mais sur la séquence flair, les choses sont un peu plus claires.
On les voit là, là. C'est des anomalies du signal cortical et sous-cortical. Ici, là. Vous voyez, le cortex c'est un peu gonflé. Par rapport, voilà, ça c'est un sillon normal avec de liquide noir. Là, on ne voit plus rien. Avec le cortex qui est un peu inflammé. Des lésions qui sont là, donc des lésions d'encéphalopathie. Il était décrit d'abord que c'était postérieur, mais on sait que ce n'est pas toujours postérieur, que c'était réversible. On sait maintenant que ce n'est pas toujours réversible. Donc, c'est un PRES syndrome. Et les PRES syndromes, ils peuvent être associés ou pas au syndrome de SVCR, le syndrome de vasoconstriction réversible. Notre patiente avait mal à la tête. Et là, quand on fait, elle avait 22 ans, la jeune femme. Une jeune femme, les artères sont comme ça peut-être, pas comme ça. Vous voyez, il y a des alternances entre des lésions de sténose, dilatation, et puis le réseau cellulien. Et vraiment, il y a de spasmes au niveau du réseau cellulien. Et aussi en distalité des artères cérébrales postérieures. Là, on voit sur ces branches, vous voyez, ça c'est une branche normale, ou quasi normale. Et là, normalement, doivent être de la même taille. Là, il y a un spasme très important. Pour parler d'un SVCR, il faut 3 endroits différents qui sont atteints de ces anomalies. Donc, le cas, c'était un PRES syndrome avec un SVCR. C'est un patient de 50 ans, trouble amnésique avec des délires, des trucs bizarres, progressifs, mais rapidement progressifs. C'est une image typique avec une atteinte de striatum. Striatum, donc c'est la tête de noyau codé et lenticulaire des deux côtés. Ils peuvent être associés à des anomalies de cortex avec des anomalies thalamiques ou pas. Juste je le montre parce que c'est typique. Quand on le voit, il faut penser au Creutzfeldt-Jakob. Et ce patient a été confirmé avec mutation 14.3.3. Un patient qui était, c'était un cholestatome. Il avait un cholestatome de l'oreille et qui traînait, voilà, qui n'a pas voulu être opéré. Et il est revenu parce qu'il a fait une crise convulsive, mal à la tête et un syndrome ménager fébrile. Voilà. IRM montre au moins 2 lésions. Donc une lésion intraparenchymateuse arrondie avec de l'œdème. Je n'ai pas mis les autres séquences. Ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment cet hypersignal sur la séquence de diffusion et une collection aussi extraparenchymateuse qui est très hyper sur la séquence de diffusion. Après l'injection, vous voyez, il y a une prise de contraste leptoménager, pas que pachyménager, mais aussi leptoménager, et autour de la collection là, intraparenchymateuse. Donc, c'est un abcès avec un ampième sous-dural. Effet secondaire, un cholestéatome surinfecté. Toutes les lésions arrondies et sur la séquence de diffusion ne sont pas des abcès. Attention, je vous ai montré la lésion tout à l'heure. Il y avait une prise de contraste autour, comme un abcès. Là, c'est hyper, un peu arrondi, mais il n'y a pas de prise de contraste. On peut voir ces images à cas de kyste épidermoïde. Là, c'était un kyste épidermoïde qui est compliqué avec un niveau. Ça saignait dedans aussi. Ça, c'est une patiente un peu plus âgée. Elle a fait une méningite. Et après, voilà, pareil, une aggravation de son état. On la reprend. Sur la séquence de diffusion, il y avait plusieurs lésions de la fosse postérieure. Il perd sur la séquence de diffusion, avec baisse de l'ADC. Il perd sur la séquence flair, qui ne prend pas le contraste.
en haut, voilà. Il y a encore une lésion ischémique en sous-tentorielle, mais surtout cette image. C'est une séquence flair injectée. Vous voyez, il y a une prise de contraste leptoméningée un peu partout. Donc c'est une méningite avec une complication vasculaire. Et c'est typique des méningites à pneumocoque. On le voit souvent, des complications vasculaires. Chez elle, vous voyez là, il y a des artères. On voit pratiquement plus d'artères en distalité à cause de l'atteinte vasculaire au niveau de la base du crâne. D'accord? Donc voilà. Après, on fait en deuxième temps. Je sais pas, J'ai Il y a encore, peut-être des questions déjà. Est-ce que vous avez des questions? Ça fait un peu plus de temps. La séquence de spectrométrie, c'est ça? Spectro-IRM. Spectro-IRM. Spectro-MR, ouais. C'est étudié, par exemple, je pensais dans les hémorragies méningées pour voir tout ce qui est vasospasme, Non, pas du tout. ce qui est mi-tardive. Non. La spectro, c'est vraiment l'intérêt, c'est le métabolisme de parenchyme cérébral. Donc, il y a un marqueur de parenchyme, un marqueur, pardon, de membrane, un membrane des cellules, un marqueur des cellules, un marqueur pour dire inositol, pour dire, voilà. Ça différencie en réalité un parenchyme cérébral normal, des tumeurs en particulier ou des lésions inflammatoires. D'accord? Donc, c'est pas pour distinguer les lésions ischémiques. On peut le faire, hein, mais c'est pas son rôle principal. Les lésions ischémiques, juste ce qu'on voit sur ces séquences. Pardon. Pardon. Je veux. Si vous voulez pas que cela devient bien. On va attendre que tu récupères. Laisse tomber. Ça va? De toute façon, j'ai chaud, j'ai dit merci beaucoup. Non, je pense que c'est passé. Donc voilà, la séquence spectro, c'est essentiellement pour les tumeurs. Il y a un spectre particulier. C'est très utile pour tout ce qui est mitochondriopathie. Voilà, les mélasses et compagnie. C'est utile pour distinguer une lésion, dans les cas de pseudotumeurs, une lésion inflammatoire et une forme de sève pseudotumorale d'une tumeur. Ça, c'est la spectro est utile. Mais ça reste pas, c'est pas de quotidien. Je fais pas de la spectro tous les jours. C'est une séquence qui prend du temps. Il faut classer correctement. Ça se fait en 2 parties, en 2 temps. Il faut avoir 10-15 minutes pour le faire, pour réaliser la séquence. L'interprétation, c'est encore autre chose. Oui. D'accord? Donc, c'est pas une séquence. On le fait vraiment quand on a une lésion et on ne sait pas ce que c'est. Quand on est vraiment merci. Donc voilà. Est-ce que vous êtes encore prêts? Mais moi, je voulais juste demander, parce que c'est pas encore clair dans ma tête, c'est-à-dire que pour voir le processus ischémique, Oui. donc tu nous as montré que la diffusion, en fait, c'était le plus sensible. Oui, c'est la séquence principale. Le flair, tu vas l'utiliser essentiellement pour quoi? Qu'est-ce que ça va t'apporter comme... Oui, ça c'était parti quand j'ai... Oui, je suis désolée. Non, la séquence flair, il y a plusieurs intérêts. D'abord, c'est pour dater un AVC de moins de 3 heures. C'est, a priori, n'est pas visible sur la séquence flair. Donc, quand tu as un AVC qui est visible sur la DIF, n'est pas visible sur le flair, on peut dater de moins de 3 heures. Deuxième, évaluer l'état de parenchyme cérébral.
Ça veut dire la présence de leucopathie et voilà, les classer en phase 4, 1, 2, 3. Donc voilà, ça c'est pour le pronostic de l'AVC. S'il y a des séquelles dans le même territoire ou ailleurs, après, aussi il y a un signe important, je vais revenir sur mon feuille pour montrer. On peut voir le signe de spaghetti, le signe donc de flux lent au niveau de l'AVC. C'est ce que tu as montré là sur le. C'est ça. D'accord. Là, il y a, ça c'est un signe, voilà, ça c'est la structure tubulaire qu'on voit là, un peu par là. Et sur un autre avant, sur le premier, c'est ça. Voilà, donc Ça, un c'est flux lent, les flux. le flux lent. Le flux lent ou le signe de spaghetti, c'est voilà, les branches sylviennes ou les branches artérielles qui se voient blancs sur cette séquence parce que ça circule moins bien que d'habitude à cause de la thrombose là. Le thrombus Ouais, en amont. le thrombose en amont. Voilà, ça ralentit, donc ça circule moins bien au niveau des branches. Et voilà, une disparition des branches sylviennes sur la séquence en jus. Merci. D'autres questions? Est-ce que vous voulez que j'enchaîne? Parce que voilà, on a fait combien de cas? Je pense que j'avais prévu. Parce qu'il est déjà, je sais pas, il était là. Il est 18h40. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? On continue? Allez. On continue. Encéphalopathie métabolique et toxique. Est-ce qu'on va, voilà, intoxication à quoi? Glucose, alcool, parce que le foie ne fait pas son travail, ou parce que le patient a pris des médicaments, des drogues, ou de l'oxygène. Quelques cas encore, 12, on reste encore 8. Donc, chez ce patient, il avait une chorée de l'hémisphérique, voilà, de l'hémicorps gauche. Et il passe pour chercher un AVC. On a fait les séquences. Sur la séquence diffusion, on ne voit pas d'AVC. Sur la séquence flair, il y a probablement un petit hypersignal, anomalie signal au niveau lenticulaire. Et avant de faire un T1, on a fait la séquence angio. La séquence angio, c'est une séquence en modération de T1. Donc, on voit le noyau lenticulaire gauche qui est totalement blanc sur cette séquence. C'est un aspect typique chez les patients hyperglycémiques non cétosiques. Donc, est présente une chorée hémisphérique, hémicorporelle avec cet hypersignal. C'est une image unique, voilà, typique. Il n'y a rien d'autre qui donne ça. Donc, on a fait le diagnostic de encéphalopathie hyperglycémique non cétosique, même avant le bilan. Ça, c'est une autre patiente qui était en état de mal, qui a fait des crises et elle a continué. Elle est arrivée et elle continuait à criser depuis 2 heures. Elle est arrivée, on a fait l'IRM. Et puis sur l'IRM, à gauche, c'est une séquence de diffusion. Ça montre un hypersignal sur cette séquence, mais essentiellement au niveau du cortex cérébral. Sur la séquence claire, on peut deviner un petit hypersignal. La séquence la plus importante, c'est cette séquence ASN qui montre une hypoperfusion qui intéresse le cortex. Elle était aphasique aussi, cette patiente. D'accord? Donc, ce qu'on voit dans les cas d'état de mal, avec hypersignal sur la séquence ASL par rapport à un AVC. Donc, quand on voit un hyper ASL, ça veut dire hyperperfusé. Ce qu'on voit dans le cas en post-critique. Ça reste longtemps, ça? Non, c'est régressif. Généralement, c'est régressif.
au bout de, voilà, quand ça s'arrête cliniquement, on peut faire un examen à 10 jours et ça disparaît. Dans rares cas, il peut rester plus longtemps et dans des cas exceptionnels, il peut laisser des traces, une atrophie localisée. Mais il doit durer très très longtemps pour laisser des traces. C'est très joli chez cette patiente. Voilà, quand on défile notre séquence jusqu'en cérébelleux, il y a les persignales aussi au niveau cérébelleux contralatéral. Et ça, c'est décrit, c'est connu dans au niveau de diaskisis cérébelleux dans le cas d'épilepsie. On a l'hypersignal en haut, au niveau de l'hémisphère où ça crise, et avec une dégénérescence au niveau de faisceaux cérébelleux, il y a une dégénérescence avec un hypersignal sur la séquence ASN, sur la perf. Ils peuvent, chez notre patient, il n'était pas hyper, mais ils peuvent être en hypersignal sur la séquence flair. Toujours cet effet T2. D'accord? Ça, c'est un patient, trouble de l'équilibre. Et quoi d'autre? Il faut m'aider. Trouble de l'équilibre et puis, je ne sais plus quoi. Il est éthylique chronique. Et voilà, on fait cet IRM. Et verniqué. Donc, ce qu'on voit dans les cas comme ça. Donc, un hypersignal qui intéresse des parties internes des thalamies, pratiquement discret, peut-être ou pas, ça peut être le cas ou pas, un petit hyposignal sur les séquences en T1, avec prise de contraste quand c'est récent, et sans prise de contraste à distance. Les anomalies s'étendent au périabducal, sur les séquences en T2. Quand c'est récent, on peut les voir sur la diffusion. Quand c'est un peu plus ancien, il reste que sur les T2. Prise de contraste quand c'est récent, et une disparition de la phase active, ça se traduit par une prise de contraste. À distance, il n'y a plus de prise de contraste. C'est ce qu'on voit dans le cas de Gaillet-Wernicke. Ça c'est un patient qui était suivi pour un carcinome hépatocellulaire et qui a consulté parce que voilà, une aggravation clinique très importante avec état de mal et des troubles de conscience. Donc, ça c'est la séquence diffusion, vous ne l'avez jamais vu, voilà, aussi pathologique. Vous voyez, il y a des lésions qui sont au niveau de ruban cortical qui intéressent la quasi-totalité de cerveau, à droite comme à gauche, avec des lésions thalamiques des deux côtés. D'accord? Sur la séquence, sur la spectro, on voit le pic de glutamate qui est au début avant le choline. Le pic de choline par rapport au créate est un peu basse. Généralement, ces deux pics sont à peu près de la même taille et font la moitié de pic de NANA. Et ça, ce qu'on voit, c'est une image typique d'une encéphalopathie hépatique hyperammoniaque. Vous voyez, sur la séquence C2 étoiles, il n'y a pas grand-chose. Ça reste une séquence normale. Les anomalies sont surtout sur la séquence de diffusion, un peu moins sur la séquence flair. Donc, quand on a un doute sur les encéphalopathies hépatiques, ça peut valoir le coup ça peut être distingué de l'IRM. Oui, ça peut aider. Mais généralement, c'est des patients qui peuvent être agités, qui peuvent être confus, agités, machin. C'est pas toujours facile de les faire. Moi, je préfère faire cette séquence qui est rapide, qui apporte beaucoup plus d'informations, mais après, chez un patient, on a le temps de le faire, ça apporte vraiment la solution de voir le pic de glutamate qui est pathognomonique. Mais même sur les anomalies en diffusion, le timing par rapport au moment où le patient fait l'encéphalopathie hépatique, hyperammoniaque, ça reste longtemps ou ça
Ou c'est vraiment furtif Toujours le temps vrai. qui... Hein? Toujours vrai que les anomalies sur la séquence de diffusion Ouais. sont pas très, ça Mhm. dure pas hyper longtemps. D'accord. Mais généralement, au stade d'aggravation, il a le temps aussi de passer cet IRM et voir dans la semaine qui suit l'aggravation de son histoire. D'accord. hépatique. Dans les jours qui suivent, on les aura toujours, Ah ces oui, anomalies. oui. Et quand elle régresse, il donne la place à des anomalies sur la séquence flair. Ce qui est important. Donc, au-delà de quelques jours, peut-être les anomalies sur la séquence flair régressent, on les voit moins bien, mais on va les voir sur la séquence flair. D'accord. Ça, c'est vraiment pathognomonique de l'encéphalopathie hépatique. Dans Oui. les autres encéphalopathies que nous, on vient tout mettre dans. Dire que nos Je vais patients vous ils ont montrer. beaucoup d'encéphalopathie. Des fois, c'est pas toujours très facile à faire les part des choses, mais Ouais. voilà, il y a quelques signes. Ça, c'est Quand assez. on les voit, assez- voilà, c'est assez évocateur. Là, c'est le cas d'une patiente de 16 ans, état de mal. Je sais pas, elle est passée il y a longtemps, 2015, je dirais. Elle avait 16 ans, état de mal, et on fait son imagerie, et voilà, la séquence claire. Vous reconnaissez cette structure. Donc, c'est l'hippocampe gauche qui est totalement gonflé. Hyperflair. En T1, c'est noir et ça ne prend pas de contraste. Donc, c'est une espèce d'œdème. Entre les deux, vous voyez, l'hippocampe droit, il est tout petit, les lignes sont nettes. Là, il y a une espèce d'œdème. Donc, c'est ce qu'on voit dans le cas d'encéphalite auto-immune. Donc, et là, ça c'est sagittale. Voilà, vous voyez l'hippocampe gauche, ça fait 2 fois plus la taille normale. Et c'est ce qu'on voit dans le cas d'encéphalite auto-immune. On a fait toutes les recherches, à la recherche de tératome, ovarien, machin, tout, rien. Et jusqu'à maintenant, j'ai les contrôlés là au début de mois. Elle continue à faire ses crises, mais on n'a jamais rien trouvé. Donc on sait que ces anomalies, ces encéphalopathies auto-immunes ou paranéoblasiques, ils peuvent apparaître et rester très longtemps avant l'apparition d'une tumeur. Là, c'est le cas d'un patient qui avait une fistule anale ou je sais pas, et il est traité par métronidazole. Il est rentré chez lui et puis voilà, il s'automédiquait tout seul. Un jour, il a consulté parce qu'il avait des troubles d'équilibre, des troubles de la marche. Et voilà son IRM. À gauche, c'est la séquence de diffusion. Est-ce que vous voyez des trucs pathologiques? Au milieu, c'est la séquence flair. Et à droite, une séquence avec injection. Ce que je voulais vous montrer, c'est le signe de châtaigne. D'un côté et de l'autre, de quatrième ventricule, au niveau des noyaux dentelés, et pathognomonie à l'intoxication de métronidazole. Donc, son histoire. Voilà. Donc, ça, on les connaît. Donc, c'est une encéphalopathie toxique au métronidazole. Il y a des patterns qu'on peut voir pour d'autres intoxications, comme le. Ah oui. Alors, il y a la taso, nous, des fois, on a des intoxications. Ah oui, oui. Mais Il y a- pour te rassurer, je les ai pas La vraiment en céphépime. tête. Je regarde Céphépime, mon ouais. schéma, je le regarde tout le temps. Il y a des choses que voilà, c'est plus facile. Il y en a d'autres, voilà, je regarde et puis voilà, ça ressemble à ça. Oui, il y a des patterns pour plusieurs. Il y a des choses qu'on connaît parce qu'on les a vues plusieurs fois. Il y en a d'autres, on sait que ça existe et puis. Châtaigne, c'est métronidazole. Oui, les châtaignes au niveau des noyaux dentelés, c'est métronidazole. Ça, c'est une patiente avait une trentaine d'années avec antécédent, hémorragie de la délivrance, je ne sais pas ce que j'ai écrit, 66, je ne sais pas ce que... Et elle a fait des emboles amniotiques, arrêt cardio-respiratoire, et voici son IRM.
sur cet IRM, on a plusieurs lésions. Ces anomalies de signal qui sont cortico-corticales, qui intéressent en particulier temporo-pariétale, la partie postérieure du cerveau, c'est très en faveur de l'arrêt cardio-respiratoire, les lésions anoxiques ou hypoxiques. Les anomalies visibles là, coupées au couteau là, c'est des lésions ischémiques. Donc voilà, ça c'est un territoire artériel. Donc les emboles amniotiques ont entraîné des lésions ischémiques en plus. Ce qui est intéressant, ces anomalies de signal, au niveau de la partie postérieure de thalamus, on les voit uniquement en rose critique. Donc voilà, la patiente a crisé à cause de ces lésions ischémiques, a fait des crises qui ont entraîné les anomalies du signal au niveau du bulbe vénard, donc les parties postérieures de thalamus, et ça nous permet de dire que la patiente crise, avait fait des lésions ischémiques à cause de ces emboles amniotiques, et en plus, on a la trace de ces lésions hypoxiques. Ça, c'est une patiente, peut-être, elle n'est pas très ancienne, mais certains ils vont se rappeler, une patiente, je ne sais pas, soixantaine d'années. Elle présentait un retard de réveil, 65 ans. Initialement, elle était en réanimation pour arrêt cardio-respiratoire dans un contexte de pneumopathie virale, antécédent de VIH, lupus et SAPM. On a commencé, une patiente qui ne se réveille pas. Vif, normal, il n'y a rien. Sur la séquence flair, il y a juste une petite séquelle, ici on ne sait pas de quoi, mais avec VIH, ça peut, je ne sais pas si elle a une toxo ou des lésions vasculaires, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, ça n'explique pas le retard de réveil. Sur la séquence en T1, il n'y a rien. On peut dire qu'il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas de lésions, des grosses lésions sur les deux séquences de base. On a fait la séquence ARM. Pareil, il n'y a aucune occlusion des branches proximales des artères du polygon. Et voilà la séquence T2 étoile, susceptibilité magnétique. Voilà, c'est magique. Il y a des anomalies de signal un peu partout qui intéressent surtout la substance blanche. Voilà, on reconnaît ici les capsules internes d'un côté et de l'autre, atteinte très importante du corps calleux, splénium et genoux, et surtout la jonction blanc-gris un peu partout. Le ruban cortical est totalement dessiné par ces microblitz, aussi au niveau mésencéphalique. C'est une entité qui est décrite. Il n'y a pas beaucoup de cas dans la littérature. Il était décrit surtout avec l'ECMO. On appelle ça le Critical Illness Associated Cerebral Microbleeds. Je ne sais pas, voilà, on va garder ça en français, je ne sais pas comment on va dire. Et maintenant, on sait qu'il peut être, on peut le voir quand le patient est sous ECMO ou sans ECMO. On a eu un patient sous ECMO qui a fait ça. Oui. Le premier Covid qu'on a sauvé, qui a saigné dans le thorax. Il s'appelle comment 3 à 4 fois. Il est parti au CRPR derrière. Tu te rappelles de son nom? Kélayenne. Comment? Kélayenne. Kelayen? Elle, c'est une dame, imité Madame partout. Numiri ou non comme ça. Numiri, Guimard. Cognitif, c'est qu'elle est assez sévère. Je te donne le nom exact. Numiri, je dirais. Elle est décédée. Et donc ça, c'est du sang vieilli en fait. C'est quoi? C'est des micro-saignements, c'est ça? C'est des microblés, des microsaignements. Du vieux sang. C'est comme ce qu'on voit au niveau quand il y a le cisaillement, quand il y a mais là, la terme là, c'est très particulier. C'est atteinte de corps calleux, la substance blanche au niveau de, voilà, des capsules internes, donc et sous-corticales. Là maintenant, ça fait 3 cas, je les vois. L'autre fois, on m'a envoyé un cas de Beckler pour voir, tu vois la même chose. C'est le troisième cas que je vois de, voilà. Après ECMO. Et c'est Non, elle n'était pas sous ECMO, hein. La première. quand ils sont pas sous ECMO, tu vois ça quand? C'est quoi? C'est des coagulopathies massives? Ben, on ne sait pas trop. J'ai essayé de chercher c'est quoi le
comment dire, La physiopathie. physiopathe, ils ne savent pas. J'ai trouvé 2 articles. Une, c'est décrit sous ECMO, et l'autre, ils disent que voilà, on a trouvé non chez un patient qui n'est pas sous ECMO. C'est le même genre d'image, et puis toujours un problème vraiment de retard, de conscience, qui est très important. Vraiment, le patient est très atteint. Et en termes de physiopathologie, on n'est pas certain de ce qui se passe. Parce qu'au début, on parlait d'une hypoxie, une atteinte périphérique au niveau de la jonction, comme voilà, la terme des lésions hypoxiques qui peuvent être entraînées sur ce genre d'anomalie. Mais le fait qu'on les voit sous des patients non sous ECMO, voilà, ça met un peu en question. Donc voilà, pour vous dire merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Et donc c'est pas toujours facile, on cherche toujours on trouve ce qu'on cherche. Ouais.